Bonjour à tous et toutes. Merci de vous être déplacés jusqu'à Enghien et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi matin. Merci à l'IRIS d'organiser évidemment cette conférence. Merci à la mairie d'Enghien et à tous les partenaires. Nous allons donc passer l'heure et demie ensemble avec mes 4 intervenants de très haute qualité sur la thématique du sport comme instrument de puissance. Et qui va nous permettre d'aborder énormément de sujets actuels, mais aussi pour remettre en perspective un certain nombre d'événements qu'on a pu avoir au cours des dernières années. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait un public étudiant, un public lycéen particulièrement, donc l'idée ça va être pour nous d'être pédagogique, donner des exemples concrets, pour aussi que ça vous serve pour vos épreuves à venir. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais dire d'ores à présent. On va discuter entre nous, enfin surtout vous, pendant l'heure qui vient, et on va garder une grosse demi-heure de questions, d'échanges avec la salle. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions en avance. Peut-être avant de laisser la parole à mes différents intervenants, essayer de recontextualiser un peu cette question-là avec notamment le concept de puissance. Le concept de puissance qui est quelque chose qui est un concept clé en relations internationales, qui a été très largement théorisé. Et on en a parlé lors de la première table ronde, on va aussi largement en parler aujourd'hui dans cette table ronde. On va parler du concept de soft power. Peut-être que vous êtes familiers avec ce concept-là. Les lycéens qui sont à l'arrière de la salle l'ont peut-être vu en cours. Le concept de soft power a été théorisé à la fin des années 80, en 1989 précisément, par Joseph Nye, qui, dans une vision de la guerre froide, essayait de réfléchir sur la formalisation de la puissance. D'un côté, il y avait le hard power, puissance militaire, puissance économique, et de l'autre côté, il conceptualisait le soft power, qui était une façon d'influencer, de convaincre, de faire venir à soi des nations, des acteurs internationaux qui n'étaient pas forcément de prime abord des alliés. Et donc c'était une façon d'attirer, une force d'attraction de ces éléments-là. Ce qui est surtout très intéressant à mon sens, c'est que en 1989 et en 1990, quand il a écrit ses articles et son livre, il parlait pas forcément du sport. C'était pas du tout quelque chose qu'il avait en tête. Il pensait plutôt au cinéma, il pensait plutôt à la culture, il pensait plutôt à la gastronomie. Et puis petit à petit, on a vu, notamment au cours des dernières années, des dernières décennies, une place de plus en plus importante du sport comme un outil d'attraction. Et c'est un peu ces thématiques-là qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui à travers ce soft power, évidemment, mais aussi ce sport power. Et là, je fais un double clin d'œil. Un sport power qui avait été, je vous conseille un article qui avait été publié dans la Revue internationale et stratégique 2014 par Pim Verschuren, qui était ancien chercheur à l'IRIS, et un ouvrage tout récent qui vient d'être publié par Lucas Aubin et qui est en vente à la librairie, qui justement s'interroge sur qu'est-ce que c'est que le sport power. Est-ce qu'il y a des dimensions spécifiques? Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont spécifiques? Ce qui va surtout aujourd'hui nous intéresser, et dans une approche un peu pédagogique, on va essayer d'aborder les choses de manière un peu construite en 3 blocs différents. D'abord, les acteurs de cette puissance. Comment est-ce que cette puissance s'exprime? Deuxième partie et où je demanderai aux intervenants de revenir, c'est une puissance, d'accord, mais pourquoi faire? Quel est l'objectif? Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule raison, ou au contraire, est-ce qu'elles sont variées? Et aussi s'interroger, et ça a été l'objet de la discussion de ce matin, d'une partie de la discussion de ce matin, quelle suite à cette puissance? Beaucoup de choses ont été figées, développées tout au long du XXe siècle. Les enjeux, les défis aujourd'hui sont complètement différents. Et donc il va être aussi important de se dire quel est cet avenir, quelle est cette suite, comment est-ce que les acteurs réagissent à ces questions-là. Là encore, je remercie encore une fois tous mes intervenants d'être présents avec nous, et je vais tout de suite peut-être lancer la réflexion sur la question, sur le premier bloc de questions, sur la question des acteurs et comment est-ce que cette puissance s'exprime par ce canal-là. Et peut-être je vais laisser la parole d'abord à Samuel Ducroquet, qui est ambassadeur pour le sport, avec peut-être une double question, peut-être présenter votre poste, qui est une spécificité française dont on a parlé précédemment, mais qui est aussi quelque chose de très intéressant, et quel est le rôle de l'État et le rôle de la diplomatie plus largement dans cette affirmation de la puissance. Merci encore. Merci Carole, bonjour à toutes et tous, ravi de finir la semaine en beauté avec cette conférence. Merci à l'IRIS pour cette invitation. Je suis ravi d'ailleurs commencer par présenter nos fonctions, ce qui est souvent, mes fonctions, qui est souvent une question qui nous est posée, puisque c'est plus une curiosité, un ambassadeur pour le sport. Alors des ambassadeurs, il y en a tellement aujourd'hui.
les ambassadeurs de marques, des ambassadeurs de causes, des ambassadeurs d'organisations internationales, etc., etc. Mais ça a mené, en fait, ça me mène systématiquement à préciser que c'est ambassadeur pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Comme ça, on essaie de recadrer un petit peu la chose et de rappeler qu'il s'agit d'une position de diplomate. Donc, en très résumé, un ambassadeur pour le sport, c'est quelqu'un qui coordonne au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères l'action de l'État à l'international dans le domaine du sport, d'une part, et qui, d'autre part, joue un rôle d'interface, donc de point de contact unique pour le mouvement sportif français et international lorsqu'il s'agit d'enjeux de sport et de relations internationales. Donc c'est une manière assez simple de résumer mon action, et je ne vais pas être trop long dans la présentation du rôle d'ambassadeur pour le sport, parce que je vais essayer dans mes réponses de vous expliquer concrètement ce qu'on fait. Mais pour revenir à la deuxième question, qui est ce que peut faire la diplomatie dans le domaine du sport, il faut peut-être commencer par rappeler très rapidement, mais bon, en caricaturant une fois encore, le rôle de la diplomatie, c'est en gros l'art, la politique de mener les relations entre les États, de représenter les intérêts d'un pays à l'étranger. Or aujourd'hui, quand on voit l'ampleur de ce que représente le sport à l'international, sur le plan économique, les milliards d'euros, de dollars, de la devise que vous voulez, qui sont brassés dans des transactions financières, dans l'organisation de grands événements sportifs internationaux, que ce soit l'attention médiatique, avec les milliards de téléspectateurs pour une compétition, un événement tel que les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'engouement aussi, la passion que ça représente dans de nombreuses populations, les enjeux de société, les enjeux de santé publique, bref, tout ceci nécessite qu'un ministère tel que celui de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est le chef de file de l'action extérieure de l'État, donc qui a le leadership pour tout ce qui est conduite des affaires étrangères de l'État, eh bien, s'intéresse à ce sujet et s'en saisisse pleinement. Donc si on fait le parallèle en fait entre non pas la théorie mais le quotidien d'un diplomate à l'étranger, eh bien on réalise que toutes ces actions quotidiennes peuvent toucher au sport. Si on prend la première des choses, qui est le dialogue, l'échange, l'interaction avec l'étranger, eh bien, le sport aujourd'hui ne fait pas exception, et les acteurs du sport sont devenus nos interlocuteurs, à nous, diplomates, aux ambassadeurs, aux conseillers en ambassade, en institut culturel, des interlocuteurs quotidiens. Un président d'une fédération de football dans un pays, c'est un acteur, un interlocuteur politique. Un ministre des Sports est un interlocuteur privilégié pour un diplomate français aujourd'hui. Deuxièmement, si on parle d'une des autres tâches d'un diplomate, qui est de décrypter, d'expliquer à sa capitale ce qui se passe dans le pays X, on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse du sport. On ne peut pas, notre ambassadeur au Brésil ne peut pas expliquer ce que c'est que le Brésil sans connaître l'ampleur du football, ou j'en sais rien, ou du phénomène Ayrton Senna, puisque on a fêté le 30e anniversaire, si je ne me trompe pas, de son accident tragique, ne peut pas expliquer à Paris les enjeux société sans s'intéresser au sport. Je pourrais multiplier les exemples avec, j'en sais rien, le judo, le sumo, le karaté au Japon. Mais c'est un enjeu sur lequel on doit se pencher pour comprendre nos interlocuteurs. Le troisième, bon, la négociation, je vais aller plus vite là-dessus, mais vous pouvez bien imaginer que négocier en appui du mouvement sportif international les droits d'organiser une compétition, on y reviendra peut-être après, c'est aussi un domaine dans lequel les diplomates peuvent apporter une valeur ajoutée. Et puis, enfin, bien sûr, la dimension de coopération qui est clé. Donc le sport est un domaine aujourd'hui dans lequel on peut rapprocher les peuples, renforcer les liens qui nous unissent à certains pays, j'en sais rien, d'Afrique, d'Europe, n'importe où, soit en appui à l'écosystème du sport français, soit en déployant des outils, des financements, des partenariats qui nous permettent de travailler avec l'étranger dans le domaine du sport. Voilà, donc en résumé, il est indispensable aujourd'hui
que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'approprie pleinement ces enjeux de sport à l'international. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, c'était très complet et ça complète aussi bien ce qui a été mentionné en première table ronde, où justement le rôle des ministères et notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur le sujet. Laurent-Éric Lelay, je me tourne vers vous. En préparant pas du tout l'émission, en préparant la table ronde, on avait longuement discuté de ces questions-là, et vous, ce qui vous semblait particulièrement important, c'était aussi de revenir sur comment est-ce que cette puissance s'exprime, et aussi sur le rayonnement d'un pays, d'une ville et d'un modèle qui était présenté. Et par ailleurs, excusez-moi, je vous présente, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes directeur des sports de France Télévisions, et je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, au-delà de ce que monsieur l'ambassadeur vient d'exprimer très, très clairement, moi j'ai toujours été très marqué par la notoriété qu'une ville, une région, un pays pouvait facilement acquérir grâce au sport. C'est assez fascinant. Et d'ailleurs, parfois, quand on se balade à l'étranger, moi je suis souvent marqué quand je discute avec les gens du pays. Alors ça peut être même parfois des chauffeurs de taxi qui disent « Ah, vous êtes français, c'est le pays de Mbappé, etc. etc. » Et donc le sportif lui-même représente son pays à l'international, et bien évidemment, meilleur il est, plus la fierté du pays est importante. Mais c'est également le cas pour les villes. Moi, je suis de la génération qui a vécu l'épopée des Verts, l'épopée de Saint-Étienne. Pour moi, Jean-Michel Larquet, ça a d'abord été un joueur de foot avant d'être un commentateur sportif. Et c'est vrai que je pense que même en tant que jeune étudiant, j'ai su placer, ou j'ai entendu parler de Saint-Étienne parce que ils avaient un club de foot. Un peu plus tard, on aurait pu dire la même chose de la ville d'Auxerre, et on pourrait dire également la même chose d'autres villes étrangères. Il y a des villes étrangères que l'on connaît probablement un petit peu mieux en France parce que elles ont des événements sportifs. Ça peut être le foot. Je vais pas reprendre des exemples de foot. Alors, il y a Liverpool, il y a Manchester. Est-ce qu'on connaîtrait aussi bien Manchester que s'il n'y avait pas eu United et City, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est pareil pour d'autres sports. Le rugby, je vous laisserai citer les exemples parce que vous les connaissez mieux que moi. Mais même des sports comme le golf, Saint-Andrews, on connaît Saint-Andrews que parce que, je dirais, le golf. Donc il y a cette notoriété très très forte qui apporte le sport et qui, à mon avis, unique. Alors peut-être la culture peut aussi apporter ça, mais je pense que le sport est quand même plus facilement accessible et plus facilement populaire pour pouvoir apporter cette notoriété facilement. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette notoriété. Et ça, c'est un autre débat dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, parce que, et pour revenir à ce que vous disiez sur la notion de soft power, qui est une très belle notion, une très belle un très beau mot, même s'il est anglais, pour définir l'importance que le sport peut donner en tant que puissance. C'est vrai que chaque pays, chaque ville a des objectifs qui sont totalement différents. Alors les objectifs de tourisme, même si on doit faire attention à l'écotourisme, comme le rappelait Madame la Ministre, c'est bien évidemment un des premiers objectifs. Et il y a des pays, il y a des villes qu'on connaît et donc qu'on visite grâce à ça. Maintenant, pour citer et juste conclure là-dessus, l'exemple du Qatar, qui est un des grands exemples de soft power de ces dernières années, n'était pas un objectif de tourisme, mais a été un objectif qui, à mon sens, mais ça peut être un débat, a été assez réussi. Merci beaucoup pour ce point. Anne-Laure Bonnet, je me tourne vers vous. Vous êtes journaliste sportive et lors de la préparation que l'on a pu faire la semaine dernière, vous, ce qui vous semblait vraiment important de mentionner justement sur ces thématiques-là, c'était d'une part l'expression de la puissance à travers les Jeux Olympiques, à travers les grands événements sportifs internationaux et notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais il ne faudrait pas se limiter qu'à eux. Et vous vouliez aussi mentionner quelque chose sur les athlètes et sur le rôle aussi que peuvent avoir les athlètes dans cette expression de puissance. Laurent-Éric Lelay vient d'en mentionner quelques éléments, mais ça me semblait aussi important de vous laisser la parole sur ça. Merci.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci à Pascal Boniface pour son invitation. Merci à l'IRIS pour l'organisation de ce colloque. Alors effectivement, sur les grands événements sportifs internationaux, j'ai beaucoup plus d'expérience dans les Coupes du Monde que dans les Jeux Olympiques, et j'ai vécu cette puissance. Alors je l'ai vécu pour ceux qui se souviennent le plus évidemment de la dernière Coupe du Monde, mais avant cela, je l'ai vécu en Russie. Donc j'avais décidé d'apprendre le russe pour pouvoir aller en Russie, parler avec les gens du pays et pas seulement avec les organisateurs ou les bénévoles qu'on allait nous mettre à disposition autour des stades. Parce qu'en fait, un événement sportif, si on s'y intéresse depuis sa télévision sans regarder ce qui se passe derrière, alors on va être ravis, notamment nous, pour la Coupe du Monde en Russie, parce que la France a été championne du monde. Mais si on a envie de s'intéresser à autre chose, on peut aussi aller parler aux gens du pays, aller découvrir ce qu'ils pensent, quel est leur plaisir ou leur déplaisir d'accueillir une Coupe du Monde. Et je suivais l'équipe du Brésil pendant cette Coupe du Monde, et on s'est retrouvés dans des toutes petites villes où effectivement, voir des non-Russes, c'était assez surprenant. Ils n'étaient pas tout à fait à l'aise de nous voir là. Voir une non-Russe leur parler en russe, là, ça commençait à devenir suspicieux. Et quand on expliquait que c'était pour la Coupe du Monde ne les intéressait absolument pas. Ils étaient simplement contents de poser la question, est-ce que ça vous plaît la Russie? Donc il y avait cette forme d'expression de fierté de leur pays. Alors je prends l'exemple de la Russie, j'espère que personne ne m'en voudra. C'était la même chose au Qatar? Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de Qataris qui étaient pas très contents de voir débarquer le monde entier, parce que ça allait faire bouger des lignes, parce que de voir débarquer des jeunes femmes journalistes habillées à l'occidental, ils étaient pas forcément tous très contents. Mais c'est aussi ça, la puissance du sport, la puissance d'une Coupe du Monde, c'est cette capacité à tous se mélanger. Et comme vous le disiez, Carole, il y a aussi un rôle dans cette puissance, c'est la puissance des athlètes. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, on peut évidemment parler de l'exemple de Marcus Rashford, le joueur de football de Manchester United, qui pendant la période Covid s'est battu. Alors, il a donné de ses deniers personnels, mais il s'est également battu pour que le gouvernement de Boris Johnson ne cesse pas de donner des repas gratuits aux jeunes des écoles, parce qu'ils en avaient besoin, notamment pendant cette période Covid, notamment pendant toutes les difficultés qu'a pu connaître l'Angleterre à ce moment-là. Il s'est battu pour qu'il y ait des repas pendant les vacances d'été et pour qu'il y ait des repas pendant les vacances d'hiver. 2 fois, Marcus Rashford, joueur de Manchester United, a fait plier Boris Johnson. Il a obtenu 450 millions d'euros de fonds pour qu'il y ait des enfants qui puissent manger. Ça représente 1,7 million de jeunes qui ont pu avoir accès à de la nourriture. C'est un joueur de foot. Il s'est battu avec ses moyens, il s'est battu avec sa notoriété, et il a mis sa notoriété au service de la société. On peut prendre l'exemple de Didier Drogba, l'appel de Khartoum. Enfin, il aime l'appeler l'appel de Khartoum. Quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde, c'était en 2006. Donc en 2005, pendant les qualifications, la guerre civile faisait rage en Côte d'Ivoire. Et Didier Drogba l'explique très bien. Il a dit en passant en fait avec les bus, on voyait que quand il y avait un match de foot, les militaires ils posaient les armes tout au fond de la guérite et puis ils regardaient le match. Et il dit en voyant ça et dans l'euphorie de la qualification, pour la première fois on allait à la Coupe du Monde, et ben dans le vestiaire j'ai appelé à ce qu'on dépose les armes, à ce qui est la fin des combats entre frères, parce que nous, entre frères, on venait d'obtenir une qualification à la Coupe du Monde. C'est aussi ça, la force du sport. On peut parler de Megan Rapinoe, la joueuse de football américaine. Elle aussi, elle se bat pour le droit des femmes. Elle s'est battue aux côtés de Colin Kaepernick, le quarterback américain, qui avait mis un genou à terre pendant l'hymne américain et qui avait reçu moult insultes, notamment de la part de Donald Trump. C'est aussi ça, le pouvoir du sport, c'est le pouvoir de pays, de villes, mais aussi le pouvoir des athlètes, parce qu'ils ont une notoriété qui est très souvent largement supérieure à celle des dirigeants politiques, et quand ils le font bien, ils s'en servent drôlement bien de ce pouvoir. Merci beaucoup pour ces rappels essentiels. Christian Dulin, je me tourne vers vous. Vous êtes vice-président du Comité national olympique et sportif français.
en charge du plan de relance, de l'éthique, de la lutte contre le dopage, ainsi que de la grande cause nationale, et on aura très largement le temps d'en reparler. Je voulais justement peut-être avoir votre avis d'un point de vue peut-être institutionnel aussi. Là, on a parlé des différents acteurs, des acteurs étatiques, des acteurs individuels, des acteurs publics avec des villes. Aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de parler du rôle des fédérations, du rôle des comités nationaux olympiques. Alors, on va éventuellement aussi parler de rugby si vous le souhaitez. Je serai sans doute pas là pour vous, mais je voulais vous laisser la parole justement sur ce rôle-là des fédérations et des CNO. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'essayer de vous apporter ma vision des choses, deux préambules par rapport à ce qui s'est dit à la table ronde précédente. Et je crois que c'est bien que ce soit un homme qui le fasse. Ce matin, on a cité Pierre de Coubertin, et c'est très très bien. Je pense qu'il est aussi très très important de citer Alice Milla. Alors, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, ça m'inquiète un peu, mais si les femmes sont aux Jeux Olympiques, c'est grâce à Alice Milla. Donc voilà, ça me paraissait important. Et pour faire un clin d'œil à mon ami Eric, et je partage son avis sur la francophonie, je pense qu'il y a vraiment du boulot, c'est pas gagné. Je vais vous prendre qu'un exemple. Au CNOSF, on travaille beaucoup sur le développement international et on a mis en place une structure qui s'appelle, ça s'invente pas, le sport French Touch. Voilà. Après, dans la préparation de cette réunion, j'ai essayé de trouver une image qui permettrait à tout le monde de comprendre vraiment ce qu'est le sport. Et pour moi, il y a une image, alors je ne savais pas qu'il y avait un dessinateur, ça permettra peut-être de l'inspirer, mais pour moi, le sport, c'est un iceberg. C'est un iceberg avec une partie invisible qui représente 80%, et c'est le club, dans ces 80%, le club dont on ne parle pas assez, mais qui est l'ADN du sport, c'est les fédérations, c'est le comité olympique. Et c'est cette partie-là, les 80%, qui permettent aux 20% au-dessus de continuer à briller. Et on a besoin de cette partie qui brille, le sport en général. Mais n'oublions jamais les 80% qui sont en dessous. Et en dessous, c'est 3 500 000 bénévoles, c'est 360 000 structures et associations sportives. Et ça doit nous rassurer parce que c'est vraiment une force. C'est aussi 11 millions de licenciés. Et je pense qu'il y a des questions qui viendront par la suite, mais ne laissons pas le réchauffement climatique faire fondre cette partie invisible en perdant des bénévoles. Et le statut du bénévole, dans la vision globale aujourd'hui, et on en a parlé, politique, médiatique, c'est quelque chose d'important, donc il faut vraiment qu'on se préoccupe pour savoir si l'héritage des JO 2024, olympiques et paralympiques, sera une réussite ou pas. On a tous, et on est tous d'accord, ça sera très très certainement une réussite d'organisation. On espère tous que ça sera une réussite sportive avec des médailles. Le plus important, c'est ce qui vient après. Et après, on sait qu'aujourd'hui, on est en déficit d'infrastructures. Et c'est important. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image de l'iceberg, parce que il faut pas oublier tout ça. La masse invisible, c'est la masse qui fait tourner les choses. Alors après, on y associe aussi le budget qui va en face. Parce que quand on dit 3 500 000 bénévoles, il faut savoir aussi que ça représente, je crois, 285 000 emplois temps plein par an. Donc, on comprend que ça soit un problème pour Bercy. On en a tous conscience. Mais si on n'arrive pas à résoudre cette équation-là, eh ben, je pense que l'invisible va fondre et va rendre le visible de moins en moins visible.
Merci beaucoup, Monsieur Dulin. Justement, peut-être en faisant le lien avec la thématique suivante que je voulais aborder, on l'a vu, la puissance peut s'exprimer de différentes façons, par l'accueil de grands événements sportifs internationaux, par la présence dans les instances, et on en a parlé ce matin à travers la parole d'Éric Monet qui rappelait qu'il y avait 4 membres français au sein comme membre permanent du CIO. On a mentionné Alice Mia, qui est aussi immense figure du sport français, trop souvent oubliée, et dont je vous invite à connaître plus amplement sa vie. Il y a aussi la question de la formation. On a beaucoup parlé de l'escrime ce matin, et on sait que l'escrime est un sport avec des maîtres d'armes français qui sont connus et reconnus à l'international. Et il y a aussi beaucoup de déplacements, des recrutements de maîtres d'armes français à l'étranger pour justement venir former des nations qui n'avaient pas de culture à l'origine sur l'escrime. Et on peut voir aussi une traduction dans les résultats. Et évidemment le volet économique. Ce qui nous pousse à nous interroger sur le deuxième volet, le deuxième bloc de cette table ronde. Ok, de la puissance, c'est très intéressant, mais à quoi ça sert et pourquoi faire? Et pour le coup, je voulais vous donner la parole, monsieur l'ambassadeur, pour justement, peut-être que vous nous parliez de votre approche terrain. Vous avez dit quelques mots de la coopération et de l'importance de la coopération au sein de votre ministère et dans le cadre de votre poste. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Avec plaisir, mais puisqu'on m'en a donné le droit, j'aimerais bien rebondir sur 2-3 petites choses qui ont été dites avant, et notamment puisque je suis un petit peu scolaire, j'aime bien me raccrocher au titre de la conférence et la notion de puissance, mais c'est vrai que la force de frappe des athlètes, leur puissance à l'international est quelque chose qui vient apporter disons, une valeur ajoutée, encore faut-il que la cause soit bonne, mais sur laquelle il faut s'appuyer lorsqu'on cherche à faire passer des messages, des valeurs, etc. Et pour étayer ce que disait Anne-Laure tout à l'heure sur l'impact des athlètes lorsqu'ils se mobilisent sur la scène internationale, si on garde le même exemple de Colin Kaepernick, de son mouvement Black Lives Matter, et de l'entraînement que ça a eu avec Naomi Osaka derrière, qui s'est également mobilisée et qui a donné lieu d'ailleurs à des petites évolutions du côté du CIO sur la règle 50 et la capacité à prendre position sur des sujets politiques dans le respect évidemment du respect de la charte olympique. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce point, et nous-mêmes nous appuyons parfois sur les athlètes, les sportifs comme icônes, comme des personnes susceptibles d'amplifier notre message, les valeurs que l'on cherche à porter à l'international. Et puis pour ce qui est d'Mbappé dans le taxi, oui, ça m'arrive régulièrement à l'international aussi lorsque je suis en déplacement, et j'ai même connu cette transition. On disait la France Zidane, et puis un jour Zidane on l'a oublié. Enfin, les chauffeurs de taxi, hein, le reste s'en souvient évidemment très bien, et ça y est, tout le monde s'est mis à parler d'Mbappé. Mais le sport en vrai, dans les échanges diplomatiques, peut aussi être d'un très grand secours. Et si je vous fais une petite anecdote, lors de ma première prise de fonction à l'étranger, j'étais dans un cocktail, une réception culturelle, pour le coup une exposition, je connaissais ni l'artiste, je venais d'arriver dans le pays, voilà, et j'interagis avec la personne qui est sur ma gauche, qui est l'ambassadeur du pays X. Je viens d'arriver dans le pays, je n'ai absolument rien à dire. Il se présente, il me dit qu'il est le représentant je ne vais pas citer le pays. Ah oui, bravo pour le match d'hier soir, c'était vraiment une très très belle performance, vous avez vraiment fait du bon boulot, et puis ça y est, on est devenus meilleurs amis, on en a reparlé pendant des mois et des mois, et j'avais rien à dire sur le pays, j'avais rien à dire sur le plan politique, j'avais rien à dire sur le plan culturel, mais le foot m'a un petit peu sauvé. Donc c'est à partir de là qu'aujourd'hui, de ce moment-là que j'ai pu réaliser l'impact que ça pouvait avoir aussi dans les relations internationales, les relations diplomatiques. Pardon, j'ai été long, mais je reviens à la question. Concrètement, sur le terrain, j'ai pu constater plusieurs choses sur la manière de mettre à disposition l'outil diplomatique dans le domaine du sport. Et je vois en face de moi Jean-Michel Brun, Denis Masseglia, et je ne peux m'empêcher de repenser à cette période de candidature, notamment de Paris 2024, au cours de laquelle nous avons fait en sorte, côté ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de mettre à disposition de cette équipe France, composée
composée du mouvement sportif, mais aussi de l'État, de la ville, pour essayer de décrocher ce droit d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et donc mettre à disposition le 3e réseau diplomatique mondial, nos 163 plus maintenant ambassades à travers le monde, les référents sport qui aujourd'hui essaiment l'ensemble des ambassades et consulats généraux, peut être un relais de cette puissance, de cette force de frappe, si je file un petit peu la métaphore, pour le mouvement sportif français. Alors on est là en accompagnateur, on n'est pas là on n'est pas là pour susciter telle ou telle action, mais pour l'accompagner et nous mettre à disposition en tant que serviteur public de ce genre de séquences importantes. Et je me souviens avec émotion des répétitions à la résidence de l'ambassadeur de France à Doha, lorsque les éminents défenseurs du projet Paris 2024 allaient présenter l'ADN pour la première fois devant les autres membres du CIO à Doha, justement. Donc ça, c'est un premier point, mettre à disposition notre réseau, et puis pour les candidatures, et puis aussi à l'approche des Jeux, et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et je sais qu'il y a des membres du comité d'organisation de Paris 2024 dans la salle, là aussi, de venir mettre à disposition notre réseau pour amplifier, préparer, susciter l'émotion, l'excitation à l'approche des Jeux de Paris 2024. Donc ça, c'est sur le plan émotionnel de l'engagement, et Dieu sait si à l'étranger, les interlocuteurs sont vraiment passionnés à l'idée de voir les Jeux de Paris 2024 approcher. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on me parle de la cérémonie d'ouverture sur la scène lorsque je parle à des interlocuteurs lors de mes déplacements à l'étranger. L'admiration que ça suscite, l'audace de la France de lancer, et là on est dans une logique aussi de rayonnement international, de puissance aussi d'une certaine manière, de projection, d'une vision, d'une audace, comme je viens de le dire, et puis par ailleurs aussi de défendre, d'expliquer le projet de Paris 2024, pourquoi il se veut spectaculaire, mais pourquoi il est aussi responsable sur le plan environnemental, pourquoi est-ce qu'il est aussi inclusif sur le plan de la solidarité, de la participation du plus grand nombre. Donc on a aussi ce rôle d'être des porte-paroles de ce que fait la France dans le domaine du sport à l'international. Voilà quelques exemples de notre action diplomatique. Évidemment, il y en a d'autres, j'y reviendrai plus tard, sur le plan notamment du sport et du développement. Mais ce sont deux illustrations concrètes. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Anne-Laure Bonnet, en préparant du coup la table ronde, vous disiez qu'il y avait aussi différentes expressions de puissance en fonction des différents pays, et notamment au regard de votre carrière, vous avez pu vous rendre dans différents pays, discuter avec des chefs d'État et de gouvernement, des sportifs, des fédérations. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour de voir quelles sont les différentes expressions possibles de cette puissance en fonction des pays que vous avez auxquels vous vous êtes intéressé? Alors, je vais commencer par le pays qui, en dehors du mien, la France, je connais le mieux. Je vais vous parler du Brésil et des Jeux Olympiques à Rio. Alors, si vous interrogez les athlètes, ils vont dire rien n'était prêt, c'était horrible, il y avait des embouteillages partout, on ne pouvait pas se déplacer et on n'a rien vu de Rio puisque toutes les épreuves avaient lieu loin de la carte postale habituelle, c'était loin du pain de sucre, c'était loin du Corcovado. Effectivement, ils étaient dans la banlieue de Rio. Mais en fait, ce qui a été important et la puissance qu'a offert les Jeux Olympiques à Rio, c'est que la vie des Cariocas a changé. Alors nous, on gardera toujours l'image de, si vous demandez autour de vous, qu'est-ce que vous pensez d'un Brésilien? Un Brésilien, il va être joyeux, il joue au football. Les Brésiliens ont utilisé cette image-là pour capitaliser pour eux-mêmes, en fait, parce que la plus grande puissance qui a été dégagée, effectivement, ça n'a pas été pour les Jeux Olympiques, puisqu'il y a plein d'éléphants blancs. Les éléphants blancs, je le rappelle pour le public plus jeune, ce sont ces infrastructures qui ne servent plus à rien après les Jeux. Alors, il y a beaucoup d'éléphants blancs à Rio, mais c'est la transformation de la ville que les Cariocas ont vue. Donc, ils ont beaucoup râlé. Ils sont un petit peu comme les Parisiens. Avant les Jeux, ils râlaient énormément parce que l'ancien port a été rasé. Aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition. Tout le monde y va avec beaucoup de plaisir. Avant, c'était absolument infréquentable. Ils ont rasé des viaducs. Ils ont changé complètement la façon de se déplacer dans le centre de la ville. Ils ont
ressuscité, ils ont complètement changé leur ville. Et en fait, c'est en ça qu'ils ont utilisé cette puissance. Alors effectivement, la manne financière, pas toujours bien organisée, c'est le Brésil, mais c'est ça qu'ils ont utilisé des Jeux Olympiques. Et c'est en ça que peut-être nous, on peut avoir une certaine fierté quand on pense et qu'on se projette sur Paris 2024, c'est que effectivement, on va montrer au monde entier que Paris est la plus belle ville du monde. Bon, il y a beaucoup de gens déjà qui le savent, mais effectivement, ce sera l'occasion, en ayant des épreuves au cœur de la ville, en ayant des épreuves au pied des plus beaux monuments, des monuments les plus connus dans le monde, on va effectivement avoir cette façon de montrer qui nous sommes et ce que nous avons réussi, et surtout ce que nous avons réussi, et c'est aussi là l'expression de notre puissance, c'est qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc à Paris, il n'y aura pas de mauvais souvenirs, en fait. Évidemment, il faut que tout se passe bien, mais il n'y aura pas de mauvais souvenirs en termes d'infrastructure. Vous regardez aujourd'hui l'Adidas Arena, Porte de la Chapelle, elle existe. Et en fait, l'objectif, et on ne peut pas le savoir encore, mais l'objectif, c'est aussi de changer, comme ça a été le cas à Rio, de changer la ville. Et c'est un grand espoir, cette puissance que peuvent avoir les Jeux Olympiques, de changer la ville. Alors, on a organisé des grands événements internationaux en France. On parlait de l'Euro 2016 dans la dernière table ronde. L'Euro 2016 a permis de rénover des stades, a permis de construire certains stades, c'est plus ou moins réussi, mais ça n'a pas eu un impact sur toute une ville, sur toute une région. Et la force d'un événement sportif comme les Jeux Olympiques, qui sont vraiment uniques en termes de visibilité dans le monde, en termes de nombre d'athlètes qu'on va accueillir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et cette puissance-là, il faut aussi l'utiliser pour changer nos vies, pour changer notre quotidien. Alors, il y aura pendant 15 jours des problèmes de circulation. On va pas revenir dessus. On n'accueille pas le monde entier sans qu'il y ait un petit peu d'embouteillage, certes. Mais derrière, il faudrait essayer de capitaliser sur cette chance qu'on a eue. À Rio, ils ont su le faire. Ils ont maintenu leur image de samba, de football et de bonne humeur, alors que c'était absolument l'enfer sur place. Nous, ça va pas être l'enfer sur place, donc à nous aussi peut-être d'utiliser cette puissance qu'offrent les Jeux Olympiques, en espérant pouvoir tous utiliser un maillot de bain bientôt dans la Seine et dans la Marne. Merci beaucoup. Vous avez pointé d'ailleurs tous les deux un point essentiel de la puissance, évidemment tournée vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, avec cette affirmation de ce que veut dire être un pays et comment est-ce que on perçoit l'image de son pays à travers le sport. Laurent-Éric Lelay, je me permets de me tourner vers vous, concernant justement cette discussion qu'on avait pu avoir sur l'importance. Pourquoi est-ce que des grands événements sportifs sont organisés et pourquoi est-ce qu'on utilise le sport pour affirmer sa puissance. Vous avez parlé de la notoriété, je crois que vous vouliez y revenir, mais aussi peut-être en donnant d'autres exemples sur lesquels on avait pu revenir. Oui, effectivement, la notoriété, et puis pour un peu prolonger ce que dit Anne-Laure, et pour focuser sur les Jeux Olympiques, pour un pays, tous les pays ne peuvent pas organiser les Jeux Olympiques. Rares, en fait, sont le nombre de pays qui peuvent organiser des Jeux Olympiques d'été, j'ai envie de dire également d'hiver. Et que quand on a la chance de pouvoir organiser les Jeux Olympiques, on rentre un peu dans ce cercle assez fermé de grandes puissances mondiales ou de grands pays dans le monde qui sont capables de pouvoir organiser et générer cet événement-là. Donc c'est aussi une forme de reconnaissance internationale qui est très forte et qui est difficilement matérialisable par du concret, mais qui pose un pays, une ville, mais aussi un pays dans l'histoire. Et puis c'est vrai que chaque Jeux Olympiques crée son propre héritage, donc celui de Rio est très beau parce qu'il n'est pas évident à connaître de l'extérieur, puisque c'est vrai qu'à l'extérieur ça a plutôt donné l'impression d'une fête joyeuse, mais un peu désordonnée. Moi, c'est peut-être plus de ma génération aussi, mais Barcelone a été un des grands exemples de jeux réussis parce que ça a permis à la ville de en fait renaître d'une certaine manière et d'avoir développé cette attractivité qui est extrêmement forte. Et puis pour me tourner vers le futur, moi j'ai envie de dire que les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 qui vont avoir lieu, enfin j'espère, mais en France, va peut-être donner l'occasion
de savoir comment, à l'ère du réchauffement climatique, on peut organiser des Jeux Olympiques sans amener de la neige par des grands hélicoptères. Donc ça pourrait être aussi un symbole et un héritage qui est extrêmement fort. Mais j'insiste, pouvoir organiser des grands événements sportifs, on parle de JO, on parle de Coupe du Monde, on parle même de finale de Champions League, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça finalement, parce qu'on peut aussi les rater. C'est pas forcément donné à n'importe qui, et c'est quelque chose qui est très important pour la puissance d'un pays, pour la fierté d'un pays et de ses habitants. Merci beaucoup. Christian Dulin, vous expliquiez que pour vous, la puissance était aussi une façon et le sport avait été aussi capable d'assurer un rôle de médiateur, un rôle d'échange. C'était quelque chose qui était vraiment crucial. Peut-être que vous pouvez développer ce point-là et rajouter d'autres éléments qui vous semblent importants. Oui, mais j'allais dire, c'est l'essence même du sport. Et tout à l'heure, je parlais du club qui pour moi est le meilleur exemple. Qu'est-ce qui se passe dans un club ? C'est que ça sert de lien. Ça rassemble et ça sert de lien. Et le sport a cette particularité, et j'espère qu'il va la garder le plus longtemps possible, c'est de faire abstraction, quand on est à l'intérieur d'un club, d'une équipe, de tout ce qui peut être les idéaux religieux, politiques ou autres. Et c'est pour ça que c'est une force, et que c'est une force de médiation. Alors je vais me permettre de prendre 2 exemples de rugby, et qui vont aussi à l'international. 1924, il y a une guerre civile et religieuse en Irlande. Il y a une équipe de sport qui continue à jouer avec des catholiques, des protestants et des gens qui n'étaient pas d'accord, c'est l'équipe d'Irlande de rugby. Un exemple comme ça, pour moi, c'est symptomatique de la force du sport. J'en prendrai un autre, toujours dans le rugby, je m'en excuse, c'est ma culture. 1929, la grande crise économique, la fermeture des mines au Pays de Galles. Les mineurs gallois ont tous été dans des clubs de rugby gallois. Et sur ces 2 exemples, on voit toute la force que peut apporter le sport, parce qu'à un moment donné, et ça me paraît essentiel, et c'est aussi dans le rôle que jouent aujourd'hui ces structures sportives, c'est qu'on est à la fois des promoteurs de santé publique, puisqu'on fait bouger les gens, on leur fait faire une activité physique, mais aussi on est un outil social et sociétal au service de la société. Le sport combat l'inclusion, le sport combat les discriminations, et c'est ce qui fait notre force, et je pense que l'exemple de tout à l'heure sur l'iceberg, je le trouve intéressant, parce que n'oublions pas que c'est cette partie invisible de l'iceberg qui a permis de couler un bateau insubmersible, il me semble. Merci beaucoup de prendre ces exemples de rugby qui évidemment parlent à tout le monde. On va peut-être maintenant aborder la 3e partie de cette table ronde avec l'avenir de cette puissance et de ces grands événements sportifs internationaux. C'est quelque chose dont on a commencé à un peu à aborder. C'est un sujet qui intéresse Pascal Boniface depuis de très nombreuses années, sur lequel il a très largement écrit. L'avenir de cette diplomatie sportive, de cette géopolitique du sport. On a vu au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, un certain nombre d'événements, de scandales qui ont pu le secouer, qui ont pu peut-être remettre en question ses fondations. Et c'est ça aussi qui, aujourd'hui, doit nous interroger, c'est de savoir comment est-ce que on invente, on construit quelque chose, une puissance, j'allais dire 2.0, mais c'est extrêmement maladroit, mais comment est-ce qu'on construit la puissance de demain ? Justement, Anne-Laure Bonnet, il y avait une question que vous avez posée quand on discutait ensemble. Vous posiez la question de savoir si les grands événements sportifs internationaux, les GESI, est-ce qu'ils ont la même puissance qu'auparavant pour vous ? Et qu'est-ce qu'ils expriment sur ce sujet ? Alors, je vais commencer par revenir sur ce qui a été dit dans la première table ronde sur la question écologique.
un événement sportif mondial respectueux à 100% de l'environnement, c'est un événement sportif qui n'a pas lieu. Parce qu'il y a forcément des déplacements de population, les spectateurs, les athlètes. Donc si on tend à ne s'intéresser qu'à l'aspect écologie, on ne peut plus avoir des rassemblements, on ne peut plus déplacer des populations comme ça va être le cas dans les prochaines Coupes du Monde où 3 matchs vont se dérouler en Amérique du Sud et le reste, pas la prochaine, celle d'après, et le reste va avoir lieu Maroc, Espagne, Portugal. Effectivement, en termes écologiques, je crois qu'on a des questions à se poser. Après, le poids des grands événements comme les Jeux Olympiques, alors on en parle, on souligne à quel point ça va être important pour Paris, à quel point ça a été important pour Barcelone, pour Londres également. Mais est-ce que demain, ce sera encore le cas? Est-ce qu'il y a encore, Laurent-Éric Lelay le disait très bien, est-ce qu'il y a encore des pays qui sont capables, des grandes démocraties qui sont capables d'organiser les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est encore possible en termes de coûts? Je le disais en termes de déplacement écologique. C'est la même chose pour une Coupe du Monde, parce que pour une Coupe du Monde, il faut ou avoir les infrastructures déjà existantes, et c'est beaucoup de stades, puisque la Coupe du Monde maintenant accueille encore plus d'équipes, la Coupe du Monde de football. Est-ce que c'est possible, donc en termes d'infrastructures, en termes de revenus? Est-ce qu'un pays peut investir autant? Et je reviens sur la question des démocraties. Il a été beaucoup question de la Coupe du Monde au Qatar. Il en a été beaucoup question en France de façon très négative. Les Qataris l'ont vu évidemment de façon différente. Ça a donné des idées à l'Arabie Saoudite, qui est plus que candidate pour la Coupe du Monde, pas la prochaine, pas celle d'après, mais celle encore d'après. Je pense que je serai à la retraite. Mais voilà, en tout cas, l'Arabie Saoudite est candidate. L'Arabie Saoudite va accueillir les Jeux asiatiques d'hiver dans une ville complètement créée. C'est quoi le poids aujourd'hui de ces grands événements internationaux? Est-ce qu'il va y avoir, c'est une question qu'on se pose depuis de nombreuses années, ça nous a fait rêver la trêve olympique. Elle a été violée 3 fois par la Russie, c'était quoi? Je me suis noté les dates, 2008, 2014, 2022, donc 2008 en Géorgie, 2014 en Crimée et 2022 en Ukraine. Est-ce qu'elle existe, la trêve olympique? Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que comme Didier Drogba le disait, on va poser les armes parce qu'on va regarder le 100 mètres? En fait, c'est plus une question que je pose. J'ai pas vraiment la réponse. On verra pendant les Jeux de Paris 2024. Je pense que c'est un souhait de tout le monde. Les athlètes, les premiers. Les athlètes qui vont, je pense aux athlètes ukrainiens et russes qui vont se rencontrer, je pense aux athlètes palestiniens et israéliens qui vont se rencontrer, tout ça sur le sol français. Ce sera à Paris, ce sera évidemment des images symboliques et on espère des images de joie, mais est-ce que derrière les armes vont se taire? Je suis pas certaine que malheureusement les Jeux Olympiques aient encore ce pouvoir. J'aimerais toutefois souligner ce qu'a réalisé l'Union cycliste internationale. C'était au moment où les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. David Lapartien, le président de l'Union cycliste internationale, a réussi à organiser un transport d'athlètes afghans et afghanes. Plusieurs ambassades ont demandé à ce qu'un pianiste soit exfiltré du pays, à ce qu'un cinéaste soit exfiltré du pays. Et cette puissance-là, c'était grâce au sport, c'est parce que c'était l'Union cycliste internationale qui a organisé, là où beaucoup d'ambassades n'ont pas réussi à le faire en leur nom propre, là où beaucoup de pays échouaient à exfiltrer des athlètes et à exfiltrer même leur personnel. Voilà, le sport a réussi ça, donc je suis partagée. Je ne sais pas si les Jeux Olympiques peuvent encore le faire, mais les grandes instances internationales, de temps en temps, quand elles s'en donnent les moyens, elles le peuvent. Merci beaucoup. Vous donniez l'exemple de l'UCI, donc l'Union cycliste internationale. C'était aussi quelque chose qui avait été développé par le CIO avec un concept que Thomas Bach a essayé de théoriser avec la quiet diplomatie. Et je donnerai la parole à Samuel Ducroquet sur le sujet, avec la volonté de continuer à entretenir des relations diplomatiques avec des pays malgré les changements politiques à leur sein. Et c'était d'ailleurs quelque chose qu'il a rappelé la semaine dernière dans une série d'entretiens. Laurent-Éric Lelay, je me tourne vers vous. On parlait justement, Anne-Laure Bonnet, vous interrogez, enfin vous citez sur la question de la démocratisation, sur l'avenir de ce soft power, l'avenir de la puissance. Vous vouliez ajouter quelques éléments sur le sujet?
Oui, moi j'ai aucun doute. Alors je viens du milieu des médias, donc je vois la puissance à travers les audiences. Pour être simple, il y a jamais eu autant d'audience sur les grands événements sportifs que maintenant. Donc c'est pas qu'ils continuent à faire de l'audience, c'est qu'ils font de plus en plus d'audience. Et si vous ajoutez l'audience de tous les réseaux sociaux, du digital, du numérique, c'est encore plus puissant. Donc ils ont un impact encore plus important qu'avant. Alors se pose la question de savoir comment on va les financer, comment on va les organiser. C'est pas facile. La question écologique est importante, la question du financement, parce qu'organiser les Jeux, on va essayer de se débrouiller en France pour pas que ça coûte trop d'argent, mais enfin globalement ça coûte un peu d'argent. Voilà. Alors il y a quand même des solutions qui sont apportées. La Coupe du Monde, c'est pas facile à organiser pour un seul pays, donc il y a plusieurs pays qui se mettent ensemble. On a vu qu'il y a 3 grands pays, enfin ils sont 5 en tout si on rajoute les pays d'Amérique du Sud qui vont organiser la Coupe du Monde. Même je crois que la prochaine Coupe du Monde qui a lieu en Amérique du Nord, il y a quand même les États-Unis, mais il y a aussi le Mexique et le Canada. Donc c'est une première réponse pour les Jeux Olympiques, notamment les Jeux Olympiques d'hiver où parfois il faut construire un grand sautoir, une grande piste qui est pas forcément usitée tout au long de l'année. Il y a des réflexions pour savoir s'il peut pas y avoir par continent des lieux communs, uniques, qui puissent être partagés par tous les organisateurs. Donc il y a des solutions qui peuvent être mises en place, qui sont des premiers éléments de réponse aux problèmes financiers et aux problèmes écologiques. Parce que à la fois il faut en tenir compte, mais il est hors de question, à mon sens, de se priver de ces grands événements sportifs qui sont parfois des cibles pour les écologistes parce qu'ils sont ils ont une très très forte notoriété et je le comprends, mais c'est, excusez-moi du terme, une cible un peu facile et que il y a sur la planète beaucoup d'autres choses aussi à faire en parallèle que simplement de verdir ou d'interdire tous les événements sportifs. Et pour moi, ils apportent beaucoup plus que simplement de la notoriété. C'est vrai que chacun aime son sport, mais les Jeux Olympiques, c'est un moment de fête incroyable, même quand ils ont lieu loin, parce qu'on va les regarder pendant 17 jours. C'est un bonheur de découvrir des sports, de découvrir des athlètes, de partager des émotions. Je vous parle pas des coupes du monde de foot, des euros, de tous les événements sportifs pour nos sports particuliers. Et donc ça, j'ai envie de dire que je suis à la fois pas très inquiet sur le fait de la poursuite de la puissance de ces événements. Ils ont aussi une capacité de résilience pour pouvoir continuer à s'organiser, mais c'est vrai que ça reste, et je m'associe aux questions d'Anne-Laure, des choses qu'il faut se réinventer. Merci beaucoup pour ces éléments et qui susciteront un certain nombre de questions dans la salle. Monsieur l'ambassadeur, je me tourne vers vous à 2 égards, avec une question que j'aime bien vous poser, à savoir quelle est la suite pour cette diplomatie sportive française, donc avec un cas très particulier sur votre mission et votre feuille de route pour les années à venir, puisque c'est aussi ça, savoir se projeter sur d'autres grands événements sportifs internationaux, sur une puissance, sur une représentation à l'échelle internationale, et peut-être pour aussi rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Oui, alors la suite s'annonce radieuse, je dirais, en tout cas chargée, compte tenu des perspectives, on y reviendra après, à venir, puisque au-delà, Laurent-Éric t'en a parlé tout à l'heure, au-delà des Jeux de Paris 2024, on a cette perspective très probable des Jeux d'hiver de 2030, mais d'ici là, de grands événements sportifs internationaux qui se tiendront en France, et passionnants mondiaux de cyclisme en 2027 en Savoie, enfin bref, vraiment de très très beaux événements à venir, et qui vont aussi nous challenger, nous interroger sur les enjeux écologiques qui ont été abordés par les différents intervenants, par l'attractivité, le développement de l'écotourisme, etc., etc. Donc on a énormément de perspectives, en tout cas intéressantes, sur le rôle de l'attractivité de la France et du rayonnement de la France grâce au sport. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais notre agenda risque d'être chargé aussi sur le plan politique. Merci Anne-Laure de l'avoir rappelé. Sur l'Afghanistan, pour avoir été un petit peu mêlé à ces enjeux-là, c'est vrai que si le sport ne peut pas tout, comme l'État, il peut beaucoup, et c'est vrai que, y compris le Comité paralympique et sportif français, s'était beaucoup mobilisé pour permettre à 2 représentants de l'Afghanistan de venir
à Tokyo, aux Jeux paralympiques de Tokyo, un moment particulièrement émouvant de les voir présents à la fois sur les épreuves de taekwondo et d'athlétisme, malgré la prise de Kaboul par les talibans. C'était un moment particulièrement fort et je me souviens de les entendre dire que pour eux, il était capital, prioritaire d'être présent malgré les difficultés, malgré ce qui se passait dans leur pays d'origine et de pouvoir se tenir debout et de remplir leur mission d'athlète, de sportif et de porter les valeurs. Donc une mobilisation aussi, y compris du mouvement du monde diplomatique pour les accompagner là-dedans. Pour les perspectives à venir, donc on aura une autre trêve olympique vraisemblablement à négocier en 2029. C'est vrai que la situation géopolitique actuelle bouleverse pas mal de choses de ce point de vue. Pour la première fois, la trêve olympique n'a pas été adoptée par consensus, puisque la Russie a souhaité la soumettre au vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une volonté de continuer à prendre de la distance avec cette trêve olympique, puisque les 3 violations dont vous avez parlé étaient également du fait de la Russie. Donc là encore, un travail diplomatique à poursuivre, à renforcer pour montrer, en tout cas espérer que le sport puisse jouer un rôle à l'avenir dans le domaine de la paix et du rapprochement. En 2 mots, nos perspectives à venir, je disais qu'elles étaient radieuses parce qu'on a créé ce poste d'ambassadeur pour le sport, non pas pour les Jeux de Paris 2024, mais initialement plutôt pour l'obtention des Jeux de Paris 2024, mais aussi pour le déploiement d'une diplomatie sportive sur le long terme. Donc ce poste va perdurer. L'ambassadeur ou l'ambassadrice pour le sport qui me succédera aura vocation à continuer la création de liens grâce au sport, à capitaliser sur ce qui a été fait par le passé. Je vois que la Fédération française de volleyball est présente ici, des liens qui ont été créés avec les collectivités japonaises grâce au centre de préparation aux Jeux à Okinawa, à Yamanashi, et qui aujourd'hui donnent lieu à des coopérations de long terme, donc entre la France et le Japon, contribuer à renforcer, à rendre peut-être plus lisible, plus visible notre stratégie sport et développement grâce à l'Agence française de développement qui, en tant qu'opérateur du ministère des Affaires étrangères, s'est vu confier ce mandat de déployer aussi une politique de sport et développement qui vient soutenir des académies par exemple au Maroc, au Sénégal, qui vient aider des associations autour de micro-projets mais qui ont un véritable impact très fort sur le terrain autour des enjeux de développement durable, de lutte contre les violences domestiques, d'émancipation, de développement économique. Et puis pour ce qui est de la projection sur au-delà de Paris 2024, il faut aussi rendre hommage au comité d'organisation qui, dès 2019, a souhaité, au travers de l'Alliance Dioko, qui est peut-être pas suffisamment connue, mais créer un lien fort entre Paris et Dakar, dans une logique gagnant-gagnant, de partage d'expériences, de renforcement des liens, dans la préparation à la fois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, mais aussi des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 à Dakar, qui pour la première fois donneront au continent africain la chance, ou l'opportunité en tout cas, d'organiser un tel événement. Donc des perspectives vraiment riches, et puis on a presque hâte d'y être, mais évidemment on n'est pas si pressé que ça de voir les Jeux de Paris 2024 terminés. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Christian Dulin, vous vouliez peut-être ajouter quelques éléments sur l'avenir de cette puissance, peut-être dire quelques mots de la grande cause nationale aussi. Oui, alors sur l'avenir, mais je crois que comme tout sportif, on se doit d'être optimiste par rapport à cette notion de sport, et même si on y rajoute le côté soft power. En tous les cas, je pense que c'est essentiel de garder en tête que le sport, je le souhaite, restera, quoi qu'il arrive, l'ambassadeur de la paix. Et c'est pas forcément simple non plus. Après, pour le devenir du sport, eh bien, il va falloir que tout un chacun assume. Je donnais tout à l'heure des chiffres. J'alertais sur quelques phénomènes qui peuvent être inquiétants,
la diminution du bénévolat, qui passe par un réexamen du budget du sport. Là, je parle en France, je parle pas au niveau international. Ça a été aussi envisagé à la première table ronde, mais même si ça peut paraître anecdotique, je crois que ça a du sens. Le fait que pendant des années, on baladait le sport entre la culture, l'éducation, qu'on n'avait pas de ministre des Sports, mais des secrétaires d'État, ça peut paraître anecdotique, mais je crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on a besoin d'un ministère des Sports à part entière. Et je prendrai juste 2 autres exemples. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans nos 2 instances politiques représentatives, qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'y a pas de commission sport. Il y a une commission culture et sport. Et que je crois que si on veut avoir le sport qu'on mérite, il va falloir à quelque part y mettre des moyens. Et pour conclure, et ça s'est fait ce matin, donc je suis un peu à l'aise, je citerai une citation de Romain Gary, qui disait, si ma mémoire est bonne, il faut toujours connaître les limites du possible, non pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. Et dans ce cas de figure, je suis prêt à tenter l'impossible avec le mouvement sportif. Mais on ne pourra pas tout faire tout seul. Merci beaucoup pour cet appel du 3 mai. Pour terminer ce premier tour de table ronde, je vous propose de vous laisser la parole. N'hésitez pas à poser des questions, intervenir. J'ai toute une salle de questions de réserve pour mes intervenants, donc ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à vous lancer. Mais je vois déjà des mains qui sont en train de se lever. Merci par avance. Et n'hésitez pas à vous présenter, à vous lever, vous présenter et à dire à qui votre question s'adresse. Merci. Bonjour messieurs, dames. La question s'adresse à monsieur Dulin. Je suis bénévole au club de foot local du football club de Deuil-Enghien, 950 licenciés. On est le 45e club français en nombre de licenciés. Vous parlez du bénévolat, je vous remercie parce que je suis bénévole. C'est ma passion qui s'exerce dans mes fonctions de secrétaire général. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a que deux statuts possibles, bénévole ou salarié. Le salarié va amener beaucoup d'autres choses, et surtout des cotisations sociales. Beaucoup de clubs ne pourront pas faire face à cette augmentation de coûts. Le statut de bénévole, on voit, c'est difficile, parce que c'est difficile d'être passionné tous les week-ends, surtout avec des phénomènes régulier, je dirais, de violence dans le football. Alors, est-ce qu'il y aurait un statut un peu intermédiaire, quelque chose qui pourrait être créé et qui fasse qu'on puisse toujours financer le sport et le sport amateur? Merci. Merci. On va peut-être prendre une deuxième question et comme ça on va faire les réponses en même temps. Allez-y, monsieur. Bonjour madame, merci. Vous avez demandé qu'on se présente. J'ai fait des droits internationaux et les langues étrangères, ce qui me permet de faire le lien entre ce que j'ai dit et la question que je vais poser à monsieur l'ambassadeur. D'autant plus que madame Anne-Laure a dit l'importance des langues. Moi-même, j'ai beaucoup conseillé des étudiants à faire Erasmus. Alors, ma proposition, c'est que monsieur l'ambassadeur élargit un peu ses compétences et crée un Erasmus sportif. Beaucoup de sportifs abandonnent des études. Je suis sûr, si vous leur donnez l'occasion d'avoir une bourse, d'aller à l'étranger, à parler une autre langue étrangère, ils seront des ambassadeurs de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Dulin et ensuite monsieur l'ambassadeur. Oui, pour répondre à votre question, et qui me paraît essentielle dans le devenir du sport. Parce qu'elle pose aujourd'hui la question de la gouvernance du sport. Et pas seulement au plus haut niveau, c'est-à-dire comité olympique, fédération,
mais au niveau des clubs, pourquoi? Parce qu'on fonctionne depuis X années sur une relation qui est compliquée entre des bénévoles et des salariés. Ce qui a fortement appauvri le bénévolat, dans le sens où pouvaient être bénévoles que des gens qui avaient de la disponibilité de temps. Et on tombait sur des caricatures où, dans les fédérations, vous retrouviez soit des retraités, soit des gens de la fonction publique qui étaient détachés, mais en aucun cas, vous n'aviez ce potentiel vivant de ce qu'on appelle les jeunes cadres dynamiques, qui avaient du punch et qui pouvaient donner. Donc il va falloir qu'on arrive à tous les niveaux à résoudre ce problème. Ce qui rejoint la question que je posais sur le budget. Après, vous soulevez quelque chose de très très intéressant. Alors c'est une piste qui est encore pas forcément approfondie. Je crois qu'il existe dans la culture des intermittents, une notion de statut d'intermittent. Pourquoi elle n'existerait pas dans le sport? Je ne connais pas la réponse. Mais il faut qu'on s'interroge là-dessus, et c'est très très important, encore une fois, cette notion de gouvernance du sport, si on veut maintenir, notamment dans les clubs, une existence. Vous savez, moi j'ai été président d'un club de 4e série au rugby, il n'y a pas plus bas, et j'ai été réélu 4-5 fois. Pourquoi? Parce que personne voulait la place. Pas parce que j'avais des qualités, mais parce que personne voulait la place. Et dans toutes les associations de tous les sports, c'est un peu ce qui se passe. Il faut qu'on arrive à remettre du sens à l'engagement, notamment au niveau des jeunes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le mouvement sportif, on a du mal à amener des jeunes sur des postes de dirigeants. Alors que ces mêmes jeunes s'investissent beaucoup sur des associations humanitaires, parce qu'ils y retrouvent du sens. Et peut-être que c'est nous qui sommes fautifs. On n'a pas su donner du sens à l'engagement sportif. C'est pas simple à résoudre, on va pas y arriver tout de suite, mais je pense que c'est vraiment aujourd'hui une question de fond où toutes les strates du monde sportif sont confrontés. Alors, moi je suis toujours ravi d'élargir mes compétences dans la limite du raisonnable et puis surtout dans le respect des prérogatives du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui traite notamment tous ces enjeux de mobilité et qui les défend à Bruxelles dans le Conseil Éducation, Culture, Jeunesse et Sport et en tout cas qui est en soutien vraiment de l'utilisation du programme Erasmus ou Erasmus+, dans le domaine du sport. Je suis pas certain aujourd'hui que les sportifs en tant que tels, les athlètes et a fortiori de haut niveau soient les premiers concernés, mais le monde du sport n'est pas exclu de ce programme Erasmus, et notamment dans le domaine de la recherche, où si vous prenez l'exemple de l'INSEP, l'INSEP accueille régulièrement des chercheurs européens qui viennent dans le cadre d'échanges se former, poursuivre leurs études, leurs recherches dans les labos de l'Institut. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a aussi beaucoup d'autres programmes qui permettent les échanges internationaux. Il y a les volontariats, les services civiques, et le CNOSF aussi envoie à l'international de jeunes gens pour se former et aussi acquérir de nouvelles compétences dans le domaine linguistique. Et enfin, pour revenir seulement aux sportifs, je pense que en réalité, ils n'ont pas vraiment besoin du programme Erasmus pour voyager. Quand je vois les agendas des moins de 15, moins de 17, 19, 20 et le nombre de tampons sur le passeport et le nombre de fois où on nous demande de le renouveler en urgence parce qu'ils sont sur le départ pour aller à Séoul, Jakarta ou Rio, je pense qu'ils sont peut-être ceux qui bougent aujourd'hui le plus à l'international, mais en tout cas je suis tout à fait favorable à ce qu'on utilise les outils dont on a à disposition a priori
catégorie des programmes européens pour faciliter la mobilité, y compris dans le domaine du sport. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Il y avait encore des questions dans la salle, ici et ici. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Sarah Kweka, je fais des relations publiques, mais j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que journaliste, donc ma question s'adresse à Monsieur Lelay et à Madame Anne-Laure Bonnet, puisqu'on parlait il était question de soft power, donc les médias sont un outil indispensable du soft power. Vous avez évoqué la responsabilité des athlètes, selon qu'ils s'en sentent investis ou pas, selon qu'ils prennent pas leurs responsabilités, mais la responsabilité des médias et la question de couvrir le sport durant ces compétitions, est-ce qu'elle se pose différemment avec les enjeux diplomatiques que ça implique, avec cette envie aussi de promouvoir ce nationalisme, en tout cas de vouloir donner la meilleure des images aussi de la nation. Est-ce que dans ce cas-là, c'est plus difficile de couvrir chez soi que de couvrir à l'extérieur? Merci beaucoup pour votre question. On va peut-être prendre la deuxième question, et comme ça vous pourrez répondre de façon collégiale. Alors ma question porte sur l'Arabie Saoudite. Sur le fait qu'elle est en train d'organiser plusieurs événements, que ce soit d'e-sport ou de foot ou plein d'autres sports. Et je voulais savoir si c'est une stratégie durable, surtout qu'elle veut diversifier son économie, surtout qu'il y a plein de critiques sur que ce soit son régime ou la pollution, enfin tout ce qui est émissions de CO2. Est-ce que c'est une stratégie durable pour ce pays-là ou pas? Merci beaucoup. Laurent-Éric, je vous laisse la parole. Anne-Laure, et ensuite n'hésitez pas aussi si vous voulez répondre à la question, sinon on fera passer la question pareil. Donc votre question c'était de savoir si c'était plus compliqué de couvrir les Jeux Olympiques à Paris que les Jeux Olympiques à Rio par exemple. Oui, alors forcément je pense que pour le public français, le fait qu'il soit organisé à la maison leur rend une saveur, à défaut d'une importance particulière. Nous, en tout cas, on s'est fortement mobilisé et bien évidemment, on continue à se mobiliser pour la couverture de ces Jeux. On va faire des choses qu'on n'a jamais fait pour les Jeux à France Télévisions. On va les diffuser toute la journée sur France 2 et sur France 3. Et on va également éditer une troisième chaîne qui sera disponible sur le numérique. Donc on va faire 3 chaînes pendant les Jeux, ce qu'on n'avait jamais fait pour aucun autre Jeux Olympiques. Il y a la Flamme qui arrive, sur le bateau en Méditerranée, qui sera à Marseille le 8 mai, et on a décidé pour la première fois, je crois qu'on est les premiers au monde à le faire, de couvrir en direct le parcours de la flamme. Donc ce symbole, qui est un symbole très fort, la flamme, que j'apprécie beaucoup, elle va se balader dans toute la France, dans tout un tas de villes, dans tout un tas de territoires, portée par tout un tas de personnes, connues ou moins, et on avait envie de faire partager ça aux Français. Donc on va suivre en direct le parcours de la flamme. Vous pouvez retrouver ça sur France.tv. Donc oui, couvrir les Jeux à la maison, c'est forcément quelque chose de différent, c'est une plus grande ambition, c'est aussi un honneur d'une certaine manière, parce que même si c'est pas nous qui allons produire les images, parce que c'est le CIO qui fabrique les images, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire plaisir aux téléspectateurs français. Alors je trouve que la question elle est très intéressante. J'imagine dans le donc voilà, le rendez-vous le 19 juillet, voilà, Laurent-Éric Lelay pour la flamme. Elle est intéressante cette question, j'imagine, dans l'idée d'un commentaire plus pour soutenir un athlète. Après, c'est quelque chose qui, alors ça existe dans tous les pays, que le journaliste dans des compétitions internationales comme ça soit plutôt en faveur de l'athlète du pays. C'est les commentateurs de France Télévisions le font très bien, et le font très bien dans le respect de l'adversaire. Ce qui s'est passé à Rio, notamment avec Renaud Lavillenie, qui a été sifflé par un stade qui n'a pas la culture de l'athlétisme, qui a une culture de football, et qui a donc soutenu son athlète, qui s'est révélé être dopé, mais qui a soutenu son athlète face à Renaud Lavillenie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retranscrire dans un commentaire de sport, puisqu'il y a un respect de l'adversaire qui est inhérent au goût du sport, qui est inhérent au goût de la compétition.
Après, ce qui est important pour ces Jeux, on l'a souligné, ce sont les Jeux Olympiques. Il y a parité, il y a autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes. Ça sera l'occasion aussi de mettre en valeur le sport féminin. Il y a les sports paralympiques qui ont été extrêmement bien couverts par France Télévisions lors de la dernière édition, et je fais confiance à Laurent-Éric Lelay pour que ce soit encore mieux, si c'est possible, cette fois-ci, parce qu'il y a une vraie responsabilité. Alors, c'est à la maison, c'est l'occasion de le montrer à un horaire qui convient à tout le monde, même si pour les Jeux paralympiques, ce sera pendant la rentrée. Il y a une responsabilité à montrer ça, et il y a une responsabilité à mettre en valeur les athlètes, les parcours des athlètes, et pas seulement les athlètes français. Et surtout, je pense à une jeune athlète qui ne va pas participer aux Jeux olympiques parce qu'elle a été victime de violences sexistes et sexuelles dans sa carrière, et elle a souligné il y a pas très longtemps à l'UNESCO lors d'une conférence, elle a dit: quand vous verrez des athlètes sur les podiums, vous les verrez joyeux, vous allez commenter la joie, vous allez commenter l'exploit sportif. N'oubliez pas que derrière, il y a du travail, il y a de la souffrance, et il faudra pas l'oublier dans les commentaires que c'est l'effort de toute une vie d'être là. J'en profite pour les plus jeunes. Les athlètes, ils nous doivent rien. Ils performent, ils font le mieux qu'ils peuvent. On n'a pas les violences qui peuvent s'exprimer en dehors des commentaires et qui peuvent s'exprimer notamment sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas leur place. À l'antenne, il y aura effectivement du soutien pour nos athlètes, mais pour les athlètes en général et pour la performance sportive, l'effort, le goût de l'effort, et pas la victoire à tout prix. Enfin, je crois pas. Merci beaucoup. Est-ce que un de vous veut réagir à la question sur donc l'Arabie Saoudite, mais en fait plus largement de la question de l'environnement, la question du sport washing qu'on a pu parler. Moi, je vais vous dire comment on le traite à France Télévisions, parce qu'effectivement, on a parlé de la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas nous qui la diffusion, mais même les Jeux Olympiques de Paris, France Télévisions, on a une politique éditoriale. Il y a le sport, moi je m'occupe des sports à France Télévisions, et c'est vrai qu'on s'efforce à parler du sport. Parce que les Français, ils attendent de voir la manifestation sportive. Et qu'à un moment donné, on parle du sport, on parle des athlètes. On est un peu chauvin, je reconnais. On soutient les athlètes français en priorité, mais tout en respectant les autres, bien évidemment, parce qu'on est très sensible à ce que disait Anne-Laure, tout ce travail qui est pour moi d'ailleurs une forme d'intelligence, peut-être pas assez reconnue, mais l'intelligence sportive est aussi quelque chose d'intéressant. Mais ça serait un autre débat. Après, à France Télévisions, il n'y a pas que du sport. Il y a des émissions d'information, des magazines d'information, et on traite des autres aspects. On a traité de la Coupe du Monde au Qatar. On a même traité des problématiques qu'il y avait autour des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est notre manière dans le groupe France Télévisions de traiter l'ensemble de ces problèmes. On retransmet ces émissions sportives, on attend de nous qu'on les retransmette, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du reste. Alors sur l'Arabie Saoudite, peut-être. Non, c'est une question extrêmement intéressante que de la durabilité, de la vision 2030, si je me souviens bien, de l'Arabie Saoudite, parce que elle revêt plusieurs enjeux. Sur le plan environnemental, c'est sûr que la démesure des projets, notamment des méga projets saoudiens, que ce soit Neom, Sport Boulevard, Alula, peuvent donner un petit peu le tournis, vu l'ampleur des constructions, des investissements, etc. Donc, on peut tout de suite se poser la question de la durabilité de la chose. Mais si ça s'inscrit dans une politique de développement justement soutenable, durable, et qui vise à avoir des retombées positives, y compris sur la population, j'y reviendrai après sur le deuxième axe sociétal, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accompagner, et pourquoi pas essayer d'accompagner dans la bonne direction. Et là, pour le coup, je vais me faire le défenseur du soutien de l'expertise et du savoir-faire français. Ce qui a été construit, par exemple, sur le village olympique et paralympique, le savoir-faire des entreprises françaises sur la production ultra bas carbone, sur l'utilisation de matériaux durables, sur la manière de recycler l'eau ou d'avoir des productions d'énergie durable. Là, on peut peut-être apporter des choses. Donc, on peut venir à la fois orienter dans la bonne direction tout en valorisant nos entreprises. Donc on a des choses à y gagner. Après, sur des enjeux un petit peu plus complexes, comme organiser les Jeux asiatiques d'hiver dans un espace désertique, même s'il fait froid,
qu'a priori c'est pas connu pour ses chutes de neige, on peut se poser des questions. Mais il y a la deuxième dimension qui est d'ordre sociétal. Et là, pour être allé récemment en Arabie Saoudite, je pense que on fait face aussi à des bouleversements majeurs dans la société qui, là aussi, méritent d'être regardés avec un petit peu de distance par rapport aux critiques un peu faciles que l'on peut exprimer vis-à-vis des pays du Golfe, et notamment sur la place des femmes et la place des femmes dans le sport. Et pour avoir échangé avec pas une ou deux, mais un grand nombre d'entre elles lors d'un déplacement récent, je peux vous dire que ce sont pas des figurantes. Hein. Elles sont là en tant que présidente de fédération, en tant que secrétaire générale, en tant qu'athlète, et elles portent vraiment en elles ce projet. Et pas de manière cosmétique, mais vraiment avec beaucoup de conviction. Et je pense que là aussi, il y a des choses à accompagner. Enfin, un dernier point sur tout ce qui est aspect travail, droit des travailleurs, puisque le Qatar a fait l'objet de beaucoup d'examens, on va dire, de la part de l'extérieur. Mais c'est justement la chance, en fait, de ces grands événements sportifs internationaux que de mettre le projecteur sur un pays, et ça a été le cas pour la France aussi dans un certain nombre de domaines, mettre le projecteur sur un pays et voir ce qui ne fonctionne pas et comment utiliser ces grands événements sportifs pour faire bouger les lignes, pour changer la kafala, pour changer le droit du travail, la capacité à changer de métier sans avoir à demander l'autorisation de son employeur, à mettre en œuvre les régulations qui existent déjà sur la confiscation des passeports, à mettre en place un salaire minimal, certes qui n'est pas équivalent à ce que l'on peut trouver en Europe, mais il y a aussi une dynamique positive grâce à ces grands événements sportifs internationaux, et en tant qu'optimiste moi aussi, je pense qu'il faut se saisir de ces opportunités. Alors je vais juste ajouter, j'étais en Arabie Saoudite il y a quelques mois pour l'organisation Peace and Sport, justement pour un colloque sur l'utilisation du sport pour promouvoir la paix. Je partage ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur. Alors déjà de nature, je n'exclus rien ni personne, et je considère effectivement que il est important d'aller aussi dans ces pays-là. Alors, comme je l'ai fait pour la Russie, je le fais pour cette région du monde, et j'apprends l'arabe. Et j'ai pu présenter sur scène habillée comme je le suis. J'ai pu m'exprimer en arabe avec des consoeurs et des confrères locaux. Il y a eu beaucoup d'échanges, et en fait, il y a dans cette façon d'échanger qu'offrent les événements sportifs ou ces rencontres autour du sport, il y a la possibilité d'utiliser une forme de soft power, de montrer ce que nous sommes, de montrer quelles sont nos valeurs, de les partager, peut-être de les faire découvrir à certains qui ne les connaissent pas ou qui n'ont pas accès à ces valeurs-là. Et je crois beaucoup dans la capacité du sport à diffuser également l'inclusion, à diffuser des messages de paix, des messages d'égalité. Et je suis plus favorable à l'idée d'aller échanger avec ces gens-là que de considérer que, comme c'est l'Arabie Saoudite, que leurs normes sociales, que leurs normes ne correspondent pas aux nôtres, il faut les exclure. Je préfère le dialogue. Parfois, je me retrouve face à des murs. C'est peut-être pour ça que j'apprends plus de langues, pour pouvoir ouvrir certaines brèches. Mais je pense que c'est important de continuer l'échange. Alors, il ne s'agit pas de déplacer complètement le sport et de laisser le sport au Moyen-Orient, mais ils y ont droit aussi. Donc, c'est aussi une façon pour nous, si les athlètes se déplacent, si les journalistes se déplacent, il va y avoir une diffusion de notre culture, et en tout cas, j'y crois beaucoup. Merci. On arrive à la toute fin de cette table ronde, et je sais que le programme de l'après-midi est également chargé. Je vous demanderai juste à tous peut-être un mot de conclusion pour venir terminer cette table ronde. Christian Dulin. Oui, juste un mot, et ça me permettra d'aborder la grande cause nationale qui pour moi est un élément vraiment positif. C'est la première fois qu'il y a une grande cause nationale sur la pratique physique et sportive. Donc ça permet d'avoir un rôle de santé publique évident, de faire bouger les gens, mais ça a surtout permis pour moi de mettre en évidence des choses qui existaient et que tout le monde ignorait, c'est-à-dire l'activité des clubs, des fédérations, des structures fédérées comme les CROSS et les CDOS, et on s'aperçoit aujourd'hui, parce que c'est des manifestations qu'on labellise,
qu'il y a des milliers et des milliers d'opérations qui se faisaient en France et dont tout le monde n'avait pas connaissance. Donc je trouve que la grande cause nationale est un élément très très positif, et surtout qu'elle servira de tremplin à la suite, et la suite c'est ce que je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, c'est important cette grande cause nationale, et je pense que il va y avoir un après-Jeux Olympiques. Et un après-Jeux Olympiques, il y aura forcément un risque que l'intérêt soit moins présent, parce que forcément, peut-être qu'il y aura moins de sponsors, il y aura moins d'intérêt politique, et c'est là où je pense que nous tous, on doit participer à la construction de cet héritage pour faire que les Jeux Olympiques soient véritablement un événement qui reste présent dans la mémoire collective des Français. Donc la grande cause nationale qui consiste à nous convaincre tous de bouger, de faire du sport, de savoir que c'est bon, bien évidemment pour la santé physique, mais également pour la santé morale, c'est une chose. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi que, et je revenais à ce qu'on disait sur la première table ronde, c'est vrai que la France est une nation peu sportive, parce que peut-être que les sportifs de haut niveau sont un peu moins reconnus, un peu moins respectés que certains artistes. Peut-être que c'est mieux d'être un grand écrivain, un grand peintre, un grand musicien qu'un grand sportif. Et pour moi, je pense que c'est la même chose. Et ça, c'est une évolution des mentalités qu'il faut qu'on ait tous. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, quelques mots de conclusion. Je trouve que cette mentalité, elle évolue en tout cas, nous, dans notre petit monde diplomatique, et et que j'espère voir continuer d'évoluer dans la bonne direction. Enfin, je prends un exemple très concret. Je suis pas sûr qu'il y a quelques années, notre ambassade au Pérou était très liée aux surfeurs locaux. Aujourd'hui, grâce notamment aux épreuves de qualification pour les Jeux, à l'inclusion du surf parmi les épreuves olympiques, on est dans une dynamique où on diversifie nos interlocuteurs, on diversifie les populations avec lesquelles on travaille. Je pense que ça, c'est un point important à prendre en considération, et je souhaite que les perspectives qui nous sont offertes, avec notamment les grands événements dont je parlais tout à l'heure, vont permettre de maintenir cette dynamique. Donc on sera là en tout cas pour l'accompagner, et j'en fais la promesse au mouvement sportif ici qui nous écoute. Merci beaucoup. Alors on a beaucoup parlé des échanges qui peuvent y avoir dans le monde, de ce que peut permettre le sport comme échange, comme façon de promouvoir la paix, façon de promouvoir notre culture. Ça vaut également au niveau local. Je pense que effectivement, je suis une grande convaincue du pouvoir du sport pour la santé mentale, évidemment la santé physique, les questions en général de santé, mais également pour les questions d'inclusion. Je vois une jeune fille qui porte un maillot de foot. Il y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça, parce que quand moi j'étais petite, une fille qui jouait au foot, c'était impossible. L'inclusion, c'est important, qu'on partage nos points de vue. Quand on est sur un terrain, qu'on est en short, on est tous pareils, on est tous en short. Je sais que c'est un vœu pieux, mais je pense que plus on se mettra au sport, plus on pourra comprendre l'autre, partager nos cultures. Et avec le partage de culture et la connaissance de la culture de l'autre, je pense qu'on pourrait s'entendre un tout petit peu mieux. Et le sport comme outil de paix, comme outil d'inclusion, je pense que ça pourrait être une grande cause nationale également après Paris 2024. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette passionnante table ronde. Merci à vous, public, en ligne et en présence. Remercie encore une fois les organisateurs et évidemment les équipes de l'IRIS, toujours aussi compétentes. Reprise des débats à 14h15. Soyez présents et on se retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas à passer à la librairie également.